Voilà, donc Luc Dandeau, moi j'ai un parcours de 25 années dans la conception des machines spéciales et des lignes de production industrielle. Depuis une dizaine d'années, j'ai également travaillé en parallèle sur le développement de technologies énergies nouvelles. En particulier, j'ai travaillé sur les conceptions des technologies Stirling et Ericsson, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, moteurs à port de chaleur externe qui ont des intérêts évidents pour l'écologie. J'ai travaillé aussi sur le solaire concentré. Et puis, accessoirement, parce qu'il faut que je travaille pour vivre comme tout le monde, je fais aussi de la conception. En particulier, je donne cet exemple-là, ce sont des calibrateurs pour les cellules de télescopes spatiaux. Ça, c'est pour mon client Bertin Technologies à Aix-en-Provence. Donc, c'est du matériel au sol qui permet de tester les cellules de capteurs dans des chambres à vide. Voilà, alors ce parcours de 25 années dans l'industrie a soulevé pas mal de questions en moi. D'abord sur le lien et le rapport de la technologie à l'humain. Est-ce que la technologie apporte vraiment du bien-être humain? Ou est-ce qu'il le met en dépendance? Enfin, tout ce genre de questions. Et j'ai observé en particulier que, puisque j'étais appelé par des industriels pour développer des machines spéciales de production, des lignes, etc., et j'ai remarqué que le seul objectif, c'était dans un développement technologique, c'était d'apporter de la croissance et de développement d'entreprises qui portaient ce sujet. Et que ce n'était pas vraiment intégré, ou trop peu, enfin, c'est pas intégré du tout, non, dans un projet de société, par exemple, pour les générations futures. Et en particulier, ça n'intégrait pas, les problématiques de finitude de ressources et d'externalité sur nos écosystèmes naturels. On va essayer de redémarrer le truc parce que je voulais commencer à montrer la carte heuristique avec les petits points. Là. Alors vous me direz, bon, effectivement, il y a effectivement maintenant le développement durable, la RSE, donc qui s'occupe un peu, enfin, qui a pour mission de s'occuper de ces problématiques-là. Et encore, enfin, beaucoup trop pour les grandes entreprises, nos multinationales, ces contraintes-là, enfin, c'est justement vu comme des contraintes, et soit comme des freins au profit, et ça peut être également vu comme des arguments finalement commerciaux, des arguments de vente, parce que forcément, quand on va faire des produits verts, c'est un bon argument de vente pour un marché et pour développer son marché. Je vais continuer en attendant. Donc, je voulais parler d'une chose qui est importante, que trop peu de gens mesurent. On va passer là. Oui, ça c'était le plan de la présentation. Donc voilà. Donc là, je parle du contexte industriel actuel pour qu'on comprenne dans quel système on est et quelles sont les problématiques. Et on va après comprendre dans les principes des éco-industries locales comment on répond à ces problématiques. Donc là, j'étais en train de parler de ça. Donc la technologie bien-être humain, développement des entreprises, ce manque de projet de société, c'est-à-dire que ce manque de vision globale entre la technologie, l'apport pour l'humain, l'organisation sociétale, comment on fait tourner une économie qui profite à tout le monde, etc. Donc la globalité de ces sujets, pas vraiment intégrée dans nos développements technologiques aujourd'hui. Donc je voulais expliquer un petit peu que c'est Kofi Annan qui était secrétaire général de l'ONU dans les années 99 qui nous expliquait que le véritable moteur sociétal, ce sont nos entreprises, ce ne sont pas les États. Parce que ce sont nos entreprises qui sont le véritable créateur de richesses qui alimentent notre économie. Alors on le voit bien, la plupart de nos économies mondiales sont alimentées par la production des biens matériels. Alors ce qui inclut aussi l'exploitation des ressources naturelles, que ce soit les matières premières ou les énergies fossiles. Donc on peut se poser la question, mais finalement, est-ce que notre manière
d'acheter, de produire, n'a-t-elle pas plus de pouvoir pour faire société que notre manière de voter? Ça, c'est une question à laquelle j'ai personnellement répondu. Vous pouvez vous la poser aussi et chercher les... Alors, donc je voulais parler aussi à mon sens, la technologie. Moi, je suis un passionné de technologie et pour moi, c'est quelque chose, ce sont des inventions que l'humain maîtrise et qu'on va faire avant tout pour servir l'humain. Et c'est, je pense, à l'origine la vocation que ça avait. Et depuis la période des années 70-80, c'est-à-dire après les 30 Glorieuses, et puis dans les années 80, il y a eu ce virage du néolibéralisme sous l'impulsion de Thatcher et Reagan, et les choses ont véritablement changé. Je me souviens que c'est Claude Neuschwander en particulier qui disait qu'il y a eu un virage entre... Avant ces années-là, les patrons étaient encore, avaient le pouvoir dans leur entreprise. Et il y a eu dans ces années-là un transfert de pouvoir des patrons vers les actionnaires. Aussi parce que les entreprises sont devenues de plus en plus grosses, elles ont eu besoin de moyens industriels de plus en plus lourds qui demandaient des financements extérieurs. Et il y a eu ce transfert de pouvoir dans les années 80 et qui a mené aujourd'hui à cette dérive finalement de la technologie qui au départ servait l'humain et aujourd'hui c'est devenu des machines à profit financiers. Alors là je parle des multinationales, je ne parle pas des PME locales qui pour beaucoup sont plutôt dans une logique de survie sur des marchés qui sont de plus en plus difficiles, donc il ne faut pas tout mettre dans le même panier, c'est pas la même chose. Alors, et donc vu cet objectif qui est aujourd'hui celui de nos grandes entreprises, alors juste pour citer, mais vous le savez certainement déjà, les entreprises du CAC 40 en France en 2014 ont distribué 56 milliards d'euros de dividendes à leurs actionnaires. Alors moi je ne suis pas fondamentalement anticapitaliste, mais de mon point de vue, ce capitalisme-là, ce capitalisme financiarisé, est extrêmement nuisible à nos organisations sociétales. Juste rapidement, pour plusieurs raisons. D'abord parce que quand on veut servir le capital en premier, forcément on va faire pression sur toutes les autres parties prenantes, qui sont d'abord le salariat, enfin tous les travailleurs. Et il y a un autre effet aussi, c'est que quand on paye des salariés, c'est de l'argent qui reste dans l'économie réelle du territoire. Les salariés vont dépenser leur argent. Enfin, cette économie réelle qui finalement est la masse monétaire qui sert aux échanges vitaux entre les personnes. Et quand ce modèle de capitalisme financiarisé qui distribue beaucoup de dividendes, en fait, va avoir aussi pour effet de déplacer d'importantes masses monétaires de l'économie réelle vers l'économie virtuelle des marchés financiers. Et c'est cette amplitude, enfin cette amplification depuis ces dernières années que l'on remarque, où on a une disproportion de la masse monétaire des échanges monétaires de l'économie virtuelle des marchés financiers, qui prend, je crois, c'est de l'ordre de 97% aujourd'hui des échanges sur la planète, et il reste 3% pour les échanges vitaux de l'économie réelle. Donc effectivement, ça pose des problèmes d'organisation de société, ça pose des problèmes sociaux, etc. Si on regarde d'un petit peu plus près l'organisation et les objectifs défendus par notre système marchand, le système marchand donc, de ces entreprises, c'est produire toujours plus et toujours plus vite, c'est essayer de tuer la concurrence avant qu'il ne vous tue, donc là on est bien dans une logique guerrière, c'est le profit maximum et immédiat, et forcément c'est aussi donner de la valeur au matériel devant les valeurs humaines, placer le matériel avant les valeurs humaines. Alors les résultats de ces objectifs, on les connaît tous. Je parle des exclus parce que forcément il y a une grande catégorie, enfin un grand nombre de personnes qui n'ont pas le format, quelque part quand je dis format, c'est pas du tout péjoratif, mais qui n'ont pas le format pour servir le système marchand, pour l'enrichir.
Donc ben, ceux-là, ben, ils sont de plus en plus dans la précarité, il y en a un plus grand nombre, dans une plus grande précarité, et ils sont ben, les exclus du système, et on voit ce pourcentage de la population augmenter de plus en plus. Donc, ce qui est tout à fait une logique de ce que je vous ai expliqué avant. Il y a les inclus, il reste les inclus, bon, ben, les gens comme moi qui sont dans des professions qui pouvons servir ce système marchand, parce qu'on est ingénieur, parce qu'on est comptable, parce qu'on est... Voilà, on peut servir et enrichir ce système-là, mais finalement, ces travailleurs-là sont dans une pression toujours croissante de stress, parce qu'on diminue, on diminue le nombre de personnel et on vous demande encore d'en faire plus. Et on voit le niveau de stress de toute cette population qui reste active et qui finalement, dont le travail a perdu beaucoup de sens. Parce que beaucoup d'entre nous mesurons que ce n'est pas les valeurs que l'on sert par notre travail dans l'entreprise où on est, ben, on n'y adhère pas forcément, quoi. Donc il y a aussi une crise des valeurs, de perte d'intérêt et de valeur dans le travail. Et alors finalement, oui, aujourd'hui on n'entend que parler de PIB, de croissance, et finalement le seul objectif qu'on entend dans notre société maintenant, c'est de faire du PIB, c'est de faire de la croissance, et ça passe complètement devant les vrais projets de société, et on est en crise de projets de société, de vrais projets pour l'avenir. Alors moi, cette croissance-là, je suis convaincu que le système tel qu'il est organisé, comme je vous l'ai expliqué, le système marchand, cette croissance-là ne peut servir qu'une minorité, c'est-à-dire l'oligarchie financière, et ne peut apporter que de la précarité croissante. Et ça ne va certainement pas servir les territoires, l'économie réelle et la vie entre les personnes. Moi, je suis convaincu de ça. Et aussi, le résultat, c'est que ce système-là nous a amené à une crise multisectorielle. Elle est à la fois environnementale, elle est sociétale, elle est économique, et une crise de valeurs, tout simplement aussi, de projets de société. Alors, ça, c'est la partie noire. Bon, maintenant, moi, je vois qu'il y a plein de bonnes choses qui se passent en ce moment. Selon moi, les valeurs qu'il faudrait servir, c'est d'abord, c'est les 3 valeurs que j'ai mis là-haut, c'est prendre soin de la nature, prendre soin des humains et instaurer plus d'équité sociale entre les humains. Alors ça, c'est un petit peu le nouveau paradigme, mais aujourd'hui, il y a plein d'initiatives de transition dans plein de domaines. Là, j'ai noté par exemple dans l'agrobiologie, dans l'éco-construction, gouvernance participative, c'est aussi quelque chose qui se développe beaucoup en ce moment. On entend beaucoup parler, il y a beaucoup d'initiatives et de choses qui vont dans le sens de la gouvernance participative. Juste pour prendre les exemples, je vais en citer après, il y a l'économie sociale et solidaire aussi qui se développe et qui a eu une reconnaissance plus effective par une législation fin d'année 2014. Et puis pour prendre l'exemple de ce qui fonctionne en gouvernance participative citoyenne, on a maintenant une banque éthique, la NEF, qui fonctionne sur ce principe-là. On a aussi un fournisseur d'énergie renouvelable en gouvernance participative citoyenne aussi, Enercop. Donc il y a plein de choses qui se font dans les différents secteurs qui sont structurants de notre organisation sociétale. Mais moi, en regardant ça, je me dis, mais pour la production, pour la fabrication des objets manufacturés courants qu'on utilise dans notre vie, il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, comme c'est mon métier, je me dis, ben là, il faut faire quelque chose. Et il y a une initiative de transition, il y a quelque chose à faire. Donc, c'est tout l'objet du livre que j'ai écrit, sur 2 ans, qui est sorti aux éditions Yves Michel en septembre 2014. Donc, qui traite de comment est-ce que l'on pourrait, en respectant les valeurs, en servant ces valeurs-là, de la nature, de l'humain, de l'équité sociale, comment est-ce qu'on pourrait faire pour fabriquer des objets dont on a besoin dans notre vie de tous les jours. Alors, évidemment, ça concerne un secteur particulier il ne s'agit pas de faire des avions, de faire des automobiles, parce que là, on est plutôt dans la grosse industrie. Mais à côté de ça, il y a plein d'objets dans notre vie de tous les jours qu'aujourd'hui, on achète en grande surface, qui sont fabriqués en Chine,
qui vont tomber en panne, qui vont casser la deuxième utilisation et qu'on va jeter. Donc il y a toute cette logique de ce système de production de masse qui est là. Donc maintenant, on va passer au diapo suivant et je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionnent ces éco-industries locales. Alors malheureusement, c'est pas très lisible, mais je vais vous lire. En préliminaire de ça, je voudrais dire déjà que ça n'a pas la prétention d'apporter la solution miracle. C'est surtout des propositions, des appels à participation collective. Là, l'idée, c'est d'ouvrir des portes, de dire des propositions, ça doit pouvoir marcher, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Et de réunir des citoyens, puisque là, c'est bien l'objectif, de faire de la participation, parce que le titre du livre, c'est pour une réappropriation citoyenne de technologies durables, donc ça dit bien ce que ça veut dire. Il s'agit vraiment de travailler en collectif, en utilisant les systèmes d'intelligence collective, de gouvernance participative, de toutes ces nouvelles formes de travail en groupe. Donc c'est juste l'idée, voilà, de proposer des choses, et puis maintenant il faudra après, dans l'application, constituer des collectifs. Donc il y en a un qui est en train de se faire sur Toulouse, on est 4 ou 5, et puis il y a des gens qui s'intéressent, qui commencent à s'agglomérer au truc. Donc c'est ça l'idée. Donc je vais prendre un petit peu les trois mots éco-industrie locale. Alors éco, c'est écologie. Alors l'écologie, il y a deux composantes. Là j'ai marqué l'écologie environnementale. Parce que pour moi l'écologie environnementale, c'est prendre soin de l'environnement. Et il y a aussi la composante humaine, prendre soin de l'humain. Alors dans l'écologie environnementale, on va se poser des questions par rapport aux externalités quand on va fabriquer un produit, quels procédés on va utiliser, quels matériaux. On va se poser des questions sur les externalités en termes de pollution des écosystèmes, des déchets aussi. Je développerai plus quand je vais parler des produits, parce que les déchets, forcément, quand on a des produits qui ne sont pas réparables, qui sont obsolescents, forcément, ça va faire des masses de déchets à gérer. Au contraire, si on conçoit des produits fiables et réparables, on va forcément avoir un impact positif sur les pollutions environnementales en matière de déchets. Le gaspillage aussi, évidemment, parce que qui dit gaspillage pour l'environnement, dit aussi aller pomper des ressources naturelles, à la fois en matière première et aussi en énergie grise pour la fabrication. Donc ça, c'est pour l'écologie environnementale. Pour l'humain, on va avoir un principe de gouvernance, comme je l'expliquais tout à l'heure, de gouvernance participative. Alors il y a en ce moment pas mal d'essais qui fonctionnent très bien. Certains d'entre vous ont entendu parler des entreprises libérées. Il y avait, je crois que c'était sur Arte, une émission, Le Bonheur au Travail, ça s'appelait comme ça, et où il nous montrait, il prenait en exemple plusieurs entreprises. Alors, à côté à Montauban, il y a l'entreprise Pou, où ils ont supprimé toute la hiérarchie et ils ont un système de gouvernance où les opérateurs sont responsables des productions et se responsabilisent en même temps devant le client pour assurer les productions. Il y a une entreprise Favi aussi, je crois qu'il y a une fonderie, je ne sais plus dans quel coin de la France. Il y a Chronoflex qui est à Nantes, qui fait de la réparation d'hydraulique, de flexib hydraulique. Donc il y a un certain nombre d'expériences qui sont faites en France et qui marchent très bien. Donc voilà, ce genre de gouvernance interne dans les entreprises des éco-industries locales, je le précise, je l'expliquais tout à l'heure, qui sont des scopes. Parce que bon, là, il y a effectivement un intérêt social des scopes par rapport à ce que j'expliquais tout à l'heure, la répartition équitable entre les richesses dégagées par le système. Alors, le sens au travail, j'en parlais tout à l'heure, dans le système industriel actuel, forcément ici, avec les valeurs que l'on va défendre, avec l'équité qu'on va rechercher entre les parties prenantes, avec tous ces facteurs-là de protection de l'environnement et de mesurer et de maîtriser les externalités négatives, forcément, ça va redonner du sens au travail pour les gens qui vont être dans ces éco-industries locales. Et forcément l'équité, puisque les structures scopes, entre autres la forme juridique, orientent vers l'équité.
Voilà, donc voilà pour la partie écologie. Le mot industrie maintenant, alors j'ai découpé en 3 branches. Je vais parler du produit, des produits qu'on va concevoir et fabriquer, de la fabrication, donc ça c'est les modes de production, et des énergies qu'on va utiliser pour les énergies grises de fabrication. Alors les produits, eh bien, ce sera dans la conception, on va concevoir des produits fiables, donc on va pas aller chercher d'optimiser tous les matières, etc. Enfin, on va vraiment chercher à faire du solide parce que l'objectif est idéalement de faire un produit qui va durer une vie ou qui va durer 10 ans ou 20 ans, ce qui existait autrefois d'ailleurs. J'ai des exemples que je cite dans le livre. Ce sont des produits qui sont conçus aussi pour être réparables, parce qu'un produit, ça fait partie du cahier des charges. Quand on conçoit un produit, il y a une exigence de réparabilité ou de non-réparabilité. Si on a dans le cahier des charges une exigence de faire un produit réparable, c'est un choix de conception, c'est une manière de le concevoir. Donc, alors moi, vous remarquerez que je n'ai pas parlé de recyclable. Je vais faire une petite parenthèse là-dessus, parce qu'on entend beaucoup parler de recyclable. Pour moi, un produit qui dure, qu'on peut réparer, il n'y a pas lieu de le recycler. Parce que le recyclage, c'est recycler des produits obsolescents qui ne durent pas, mais c'est beaucoup plus intelligent, beaucoup plus efficace en termes d'énergie, en termes de matières premières, de réparer plutôt que de recycler. Donc, forcément, il y a la notion de recyclage quand même, mais je préfère moi parler de réparabilité et de viser vraiment la réparabilité dans tous les cas. Et le recyclage, forcément, il y sera, mais ce n'est pas ce que je veux mettre en avant. La juste fonctionnalité aussi, parce qu'on a tous exemple je sais pas, par exemple, de téléphone portable, il y a tellement de fonctions, il y a tellement de trucs, on n'en utilise pas 10%. Et est-ce que c'est vraiment utile d'aller dépenser cette énergie, cette matière première pour mettre toutes ces fonctions? Si c'est juste pour un argument de vente, est-ce que c'est vraiment juste et bienséant pour notre environnement, pour tout ça? Moi, je ne suis pas du tout convaincu. Je donne l'exemple aussi de ma serrure de coffre de voiture, qui est une 407 normale, une voiture qui a un ordinateur de bord, comme beaucoup aujourd'hui. À l'époque où on avait un bouton purement mécanique, quand ça accrochait un peu, on appuyait plus fort, ça s'ouvrait. Et puis là, moi, j'ai beaucoup plus de mal à ouvrir mon coffre de 407 qui a une grêche électrique, parce que le moteur, lui, il a son couple et puis il ne peut pas faire plus. Donc, voilà, juste des petits exemples qu'on a tous de notre vie de tous les jours, de fonctionnalités qu'on n'a pas forcément besoin et qui demandent de l'énergie, qui demandent de la matière première, qui demandent tout ça. Le partage du marché. Alors ça, c'est quelque chose d'assez important. J'expliquais tout à l'heure, dans notre système marchand actuel, c'est la guerre de la concurrence. L'objectif, c'est, quand une multinationale se met sur un produit, c'est d'être le leader mondial et qu'il n'y ait plus de place pour personne. Donc ça, c'est la politique Ici, on va justement fonctionner dans le partage. Parce que, de toute façon, comme ce sont des petites structures, sous forme coopérative, et qui sont disséminées sur tout le territoire, on ne va pas chercher à être le leader français du moulin à café, de je ne sais pas quoi. Enfin, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est d'amener de l'économie réelle sur les territoires, de faire des entreprises partout disséminées sur le territoire uniformément pour amener de la vie dans toutes les zones et pas seulement à certains centres, à certains endroits concentrés. Donc on va se partager le marché. Puisqu'on est dans un réseau, oui, alors ça j'aurais peut-être dû le dire au départ, c'est le réseau des éco-industries locales. Et ce sont des petites entreprises qui sont en général, enfin, qui vont être situées à proximité par complémentarité technologique, mais qu'on va retrouver ces entreprises multiples, petites les unes à côté des autres, dans le territoire d'à côté, à déterminer, je ne sais pas encore, est-ce que sur le département d'à côté, etc. Donc ça veut dire que ces entreprises ont pour vocation de fabriquer ce qui est nécessaire et seulement ce qui est nécessaire à la population locale, c'est-à-dire dans le secteur qu'elle va couvrir, et qu'elle ne va pas aller vendre dans le secteur de l'autre éco-industrie locale d'à côté. Par contre, on va se partager le matériel de fabrication, on va se partager tout ce qu'on peut se partager, y compris par exemple les plans de conception des produits. Et donc là, on est complètement dans la logique opposée, la logique du partage.
pour l'intérêt de tous, quoi. Et on n'est plus dans la guerre de concurrence. Donc ça, c'est une grande particularité de ces principes. Et le consommateur, c'est l'autre principe, c'est d'impliquer le consommateur dans la définition du produit, parce que ça c'est très important, parce qu'aujourd'hui, quand on achète quelque chose dans un supermarché, un truc qui est fabriqué en Chine ou ailleurs, on ne sait pas comment c'est fabriqué, on ne sait pas tout ce qu'il y a en dessous, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Quand on est dans un système comme ça, qui est proche du consommateur, qui est proche de l'humain, on croise dans la rue celui qui travaille, celui qui... Et donc, il y a une proximité qui fait qu'on va pouvoir partager, échanger entre le producteur qu'on va fabriquer ce produit-là, mais on va discuter, c'est tout l'intérêt du participatif citoyen collectif. On va avoir des groupes de travail, enfin des gens, des contributeurs qui voudront s'inscrire. Ben voilà, on va discuter, qu'est-ce qu'on pourrait fabriquer, qu'est-ce qui serait utile. Et il va y avoir un échange dans les deux sens entre l'éco-industrie locale qui va fabriquer seulement ce qui est besoin, la demande qu'il y a sur le marché local, et les consommateurs qui vont devenir, à la fois qui vont comprendre le système, comment il fonctionne et les valeurs qu'ils servent en achetant plutôt les produits sur lesquels ils ont participé, ils ont échangé. Donc c'est cette notion d'intégration du consommateur qui devient du coup un acteur, un contributeur de son système productif. Au niveau maintenant de la fabrication. Alors on a des modes de production, on va faire trois grandes familles dans l'industrie, qui sont les productions quasiment unitaires ou par petite quantité par campagne, c'est-à-dire on va fabriquer 10 ou 20 produits identiques. Donc ça c'est vraiment la production par campagne. Ensuite on a la moyenne série, donc qui est un petit peu plus, qui demande plus de moyens forcément industriels pour la fabrication. Et puis ce qu'on appelle la production de masse. Donc c'est aujourd'hui principalement dans le schéma productif production de masse qu'on fonctionne aujourd'hui. Juste pour donner un exemple comme ça, j'avais travaillé à l'époque où j'avais ma société, je travaillais beaucoup pour Valeo. Valeo à l'époque, c'était en 96, produisait à l'île d'Abo, l'usine de Lyon, 10 000 démarreurs identiques par jour. Donc c'est une machine robotisée avec très peu de personnes, 10 000 démarreurs par jour. Aujourd'hui, ils sont à 20 000 démarreurs par jour. Donc ça, c'est la production de masse. Donc c'est dans des quantités, vous voyez, qui n'ont rien à voir avec ce que nous, on veut faire au niveau de ces petites structures locales. Et forcément, quand on développe un gros système de production de masse, c'est des investissements lourds. Il faut forcément garantir, enfin, avoir un marché, et c'est pour ça, ça se justifie, c'est pour ça qu'on va chercher à être le leader mondial, parce que quand on a investi 20 millions d'euros dans une ligne de production, il faut essayer de couvrir toute la planète pour la rentabiliser. Et donc, en même temps, c'est des systèmes qui sont très peu flexibles, parce que si on veut changer la moindre vis dans un démarreur comme ça, c'est pas possible, tout simplement, c'est pas possible. Donc, alors, là, il y a plein de choses à expliquer, mais je pourrais vous en parler des heures, mais la flexibilité, c'est fondamental dans des petites structures comme ça, parce que vous allez me dire, oui, mais une petite structure qui va faire des petites quantités d'un produit comme ça à côté du marché, on va se faire démolir. Oui, mais c'est justement là où ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le système actuel, on est spécialisé dans un produit, on fait que ce produit-là ou une famille proche de produits, et on va investir des gros moyens pour faire que ça. Et on n'est pas du tout flexible. Par contre, nous, on va jouer sur la flexibilité, c'est-à-dire à la fois la polyvalence des marchés et polyvalence des produits. Alors, polyvalence des produits, ça veut dire quoi? On va plutôt privilégier les machines que les produits qu'on fabrique. C'est-à-dire que je prends un mixeur, par exemple, il y a des pièces plastiques, il y a des pièces métalliques, il y a un moteur, et donc il y a différents métiers. Il y a le métier de l'injection plastique, il y a le métier du travail du métal, que ce soit des métaux en feuille ou de l'usinage mécanique, donc qui demandent des moyens de fabrication. Donc dans un système où on va avoir par exemple de l'outillage et des machines pour travailler les métaux en feuille, eh bien on va fabriquer tous les produits qui contiennent des métaux en feuille. Donc c'est là qu'on privilégie l'outil de production plutôt que le produit. Donc c'est peut-être un peu difficile à comprendre pour les gens qui ne sont pas dans le métier du système productif, mais c'est une autre approche complètement. Et du coup, ça va permettre de faire de la polyvalence, d'être flexible. Je prends le cas je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce que c'est que le dumping.
le dumping sur des produits. Si par exemple vous voulez vous mettre faire une entreprise qui fabrique du parquet, les gros fabricants de parquet qui sont des multinationales, ils vont mettre 2 tonnes de parquet à 1 euro à donner pendant un mois. Ben forcément, la petite entreprise qui s'est fabriquée pour faire du parquet, ben, elle met tout de suite la clé sous la porte. Donc ça, les opérations de dumping, ils savent bien faire. Les multinationales, ils savent bien faire ça. Et justement, nous, pour répondre par rapport à une attaque comme ça, le fait d'être flexible, on a des machines qui font ça, mais qui sont capables de faire autre chose. Donc s'il y a une opération de dumping, nous, on est organisé pour ça. On va faire autre chose. Donc il y a un certain nombre de logiques de raisonnement qui fait qu'on va pouvoir s'insérer dans un marché. Donc polyvalence des marchés, comme je l'ai expliqué, on va fabriquer ça ou ça, mais ça contient les mêmes technologies de fabrication. Et polyvalence des machines aussi, parce qu'on va plutôt développer en machines de production, parce qu'il y aura aussi des machines de production, mais qui sont beaucoup plus low-tech, qui sont beaucoup plus simples, qui sont plus des outillages que des machines automatisées. Et justement, elles ont des retours sur investissement beaucoup plus courts aussi. Donc on va chercher le juste milieu entre ces investissements et donc la polyvalence des machines, c'est un secteur assez crucial aussi. Et forcément, dans des systèmes comme ça, on va avoir un beaucoup plus juste équilibre et on va pouvoir jouer sur l'équilibre entre le travail humain et le travail machine. Puisque l'objectif, c'est aussi de faire des emplois, c'est aussi et le travail humain, justement, apporte une grande flexibilité au système. Les énergies renouvelables. Alors, pour répondre aux problématiques, là, il y a un gros chapitre à discuter aussi. D'abord, ces entreprises-là produiront leur énergie, enfin une partie de leur énergie, ça dépend de leurs besoins, seront autoproductrices de leur énergie. Alors, ça permet plusieurs choses. Ça permet d'abord d'être plus transversal, c'est-à-dire qu'on fabrique des produits, mais si on fabrique de l'énergie aussi, on peut revendre de l'énergie les week-ends ou les périodes où on en est excédent. Donc, on a aussi un revenu par rapport aux énergies renouvelables que l'on vend. Et à ce moment-là, on va se mettre fournisseur Enercop et on va pouvoir utiliser dans les deux sens le réseau Enercop. Autre chose importante à expliquer, c'est que aujourd'hui, la méthode la plus simple pour les entreprises, c'est d'utiliser l'électricité pour tout faire. Pour faire de la chaleur, on a les fours électriques, pour faire entraîner les machines. Et pour ceux qui sont un peu dans l'énergie, je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'exergie, c'est-à-dire qu'un kilowattheure énergie, il n'a pas la même valeur sous toutes ses formes. Un kilowattheure énergie électrique, ça a une beaucoup plus grande valeur qu'un kilowattheure énergie chaleur, par exemple, à 100 degrés. Parce que l'électricité, on peut la transformer en toute autre forme d'énergie avec des super rendements. Alors, ce qui se passe, donc, quand on va utiliser dans les formes aujourd'hui d'industrie l'électricité pour faire de la chaleur, eh bien, on va avoir un rendement d'un tiers sur l'énergie primaire. Et ça, c'est quand même important. Parce que notre énergie électrique qui est fabriquée à partir de conversions thermodynamiques, que ce soit nos centrales nucléaires, les centrales thermiques, vont globalement jeter 2 tiers en chaleur dans les fleuves et dans l'atmosphère. Et on va récupérer qu'un tiers d'utile arrivé dans l'entreprise. Donc déjà, on fait x3 sur l'énergie primaire. Quand on produit son énergie sur place, on n'a pas ce x3. Ça peut être de l'éolien, ça peut être du photovoltaïque. Et il y a aussi une autre chose importante, c'est que dans des entreprises, dans certains process, on va utiliser de la chaleur. Alors de la chaleur à différents niveaux de température. Si on fait de la fonderie d'aluminium, par exemple, on va utiliser de la chaleur à un niveau de température de 900 degrés. Et ça, on peut le produire avec du solaire concentré. À Montlouis, ils font de la fusion de bronze avec le four solaire. Je suis trop bavard, là, je vais dépasser 40 minutes, je ne sais pas où on en est. Ça serait bien de regarder d'ailleurs. Quelqu'un a regardé? Ouais, il faudrait que je fasse court quand même. Donc voilà, on peut le faire, c'est pas de l'aberration. Et après, on va vous dire dans le système actuel, mais c'est pas possible, il n'y a pas du soleil tout le temps, etc. Oui, mais justement, nous, on est là pour s'harmoniser avec la nature. Et on va pas faire de l'énergie quand on veut, où on veut, et la quantité qu'on veut.
l'objectif, c'est bien de s'harmoniser avec la nature, et on peut parfaitement, les jours, parce qu'à Odeillo, quand même, il y a 300 jours de soleil par an. Alors ça veut dire que les jours où on ne pourra pas faire de la fusion, eh bien on va s'organiser, on va faire du montage, on va faire autre chose. Dans les entreprises du bâtiment, le BTP, ils connaissent ça, ça s'appelle jour d'intempérie. Ça existe, alors ça demande de l'organisation, mais ça se fait. Voilà. Donc le partage en réseau des énergies, je ne vais pas rentrer trop dans le détail. L'optimisation en cascade, oui, alors là c'est important quand même. Là on fait de l'efficacité énergétique. Je donnais l'exemple tout à l'heure d'une fonderie qui va utiliser du solaire concentré. Niveau de température 900, on peut avoir 1500 avec du solaire concentré, ce n'est pas un problème. Et puis ces fours, ils ont des pertes thermiques. Donc à la sortie, on va avoir des niveaux de température de 600 degrés. Et puis habituellement, on n'en fait rien. Mais là, on peut l'utiliser parce que 600 degrés, c'est aussi de l'énergie. Finalement, l'énergie, elle ne se perd pas, elle se transforme dans une autre forme d'énergie qui se dégrade. Ça, c'est le deuxième principe de la thermodynamique, c'est l'entropie, qui perd en qualité, mais on ne fait que transformer de l'énergie en une autre. Donc ce niveau de température à 600 degrés, on va pouvoir l'utiliser par exemple pour alimenter un moteur Ericsson, le Stirling, on y vient, je vous en parlais au tout début. Donc ce sont les moteurs à port de chaleur externe, enfin, c'est un exemple, il y en a d'autres. Et on va pouvoir utiliser cette chaleur-là pour la transformer en énergie mécanique qu'on va pouvoir utiliser sur des besoins mécaniques ou électriques à partir de là. Et à l'échappement de ce moteur Ericsson, par exemple, on va récupérer un niveau de température de 400 degrés, 400, 450. Avec ça, on va pouvoir faire des process, par exemple, d'injection plastique. On va pouvoir aussi, donc on va pouvoir utiliser en cascade cette énergie-là, qui a pris une forme plus dégradée. Ensuite, à plus basse température, on va pouvoir l'utiliser, par exemple, pour du thermoformage au plastique, qui demande des températures de 150-200 degrés maximum. Et puis, quand c'est rendu à 80 degrés, on peut faire du chauffage d'habitat, de l'eau chaude sanitaire, etc. Donc, en fait, c'est pas utilisé aujourd'hui parce qu'économiquement, c'est plus lourd, parce qu'il faut de la conversion, il faut des systèmes, etc. Mais à partir du moment où on compte avec d'autres vecteurs, d'autres valeurs que seulement l'euro, il y a plein de choses qu'on peut faire autrement et qui vont dans le sens de l'environnement et de la transition énergétique et de tous ces systèmes qui pourraient être beaucoup plus efficaces. Donc ça, c'est pour la branche industrie. Alors, le local, l'impact sur le local, ça devient évident. Forcément, la vie du territoire, dans la mesure où on a des systèmes productifs qui sont bien répartis sur le territoire, il va y avoir cette vie sur le territoire, il va y avoir aussi la vie qui est due aux échanges entre les entreprises qui produisent et les consommateurs contributeurs. Donc ça va créer du lien social, ça. On va favoriser l'économie circulaire, forcément, parce que je le disais tout à l'heure, dans un système où il y a où il y a une masse monétaire importante qui part vers les marchés financiers, tout ça, ça sort de l'économie réelle. Donc là, on fait vraiment de l'économie circulaire. Le financement, on va aussi pouvoir trouver du financement local parce qu'on n'est plus du tout sur les mêmes échelles de financement, puisqu'on est sur des financements, des systèmes technologiques beaucoup plus légers, donc beaucoup plus légers aussi en retour sur investissement. On va pouvoir du coup travailler avec des banques éthiques, avec, alors, je sais pas moi, évidemment il y a la NEF, il y a les Cigales, il y a du financement participatif citoyen, il y a France Active, il y a la BPI, il y a tout un tas de moyens de financement qui sont plutôt du côté éthique, mais qui sont moins importants, parce qu'on a toujours cette même proportion. On va trouver des sommes moins importantes, mais c'est du financement éthique. Il va y avoir aussi tout un secteur, d'autres secteurs qui vont se développer, qui existaient autrefois sur nos territoires, à savoir le secteur de la réparation, puisqu'on prévoit des choses qui sont réparables. On va pouvoir, par exemple, faire travailler des CAT, des centres d'aide par le travail, donc toute une population des systèmes de réparation. On va aussi faire du tri-récupération. Alors ça, je ne la montrerai peut-être pas, là, on n'aura pas le temps, la diapo plus loin. C'est en fait comme on va travailler aussi en partenariat avec les entreprises du système. Par exemple, on va pouvoir récupérer des déchets bois d'une menuiserie industrielle pour fournir en chaleur nos process de fabrication. Donc on va travailler beaucoup sur la récupération
à la fois des déchets qui peuvent devenir des sources d'énergie pour nous, et puis aussi sur les choses qui sont jetées, on va pouvoir... là, c'est le recyclage. Mais là, je parle de recyclage, c'est du recyclage circuit court. Parce que le recyclage qui est fabriqué aujourd'hui, par exemple, dans les décharges, il y a des choses, ça va être récupéré, envoyé en Chine, parce que ça coûte moins cher de recycler là-bas. Et ils vont soit renvoyer la matière reconfigurée pour qu'on la travaille ici, soit ils vont l'utiliser directement là-bas. Donc cette forme de recyclage-là, qui n'est pas une forme de recyclage circuit court, c'est évidemment pas ce qui est optimum par rapport au transport, aux consommations énergétiques, etc. La distribution, alors ça c'est quelque chose d'important qu'il faut que j'explique. Une éco-industrie locale, on va essayer de maîtriser la chaîne complète, depuis la matière première jusqu'au produit fini livré chez le client. Parce que si on cherche à se comparer par rapport à un produit grande diffusion chinois, bon, je dis on cherche, mais on sait que ces produits, par exemple, on va avoir un rapport de 10 entre, quand on va acheter 100 € un produit dans un supermarché, il a coûté à peu près 10 € au coût de production chinoise. Donc entre les deux, ce sont du négoce, ce sont des intermédiaires commerciaux, et justement cette marge importante, elle ne va pas dans l'économie réelle, elle va vers les marchés financiers. Alors, nous, forcément, on sera plus cher en production locale que ces produits-là, mais n'oublions pas que ces produits-là, nous, on fait des produits réparables, donc ils n'ont pas d'équivalent aujourd'hui sur ces marchés de grande production. Donc en même temps, ce n'est pas comparable. Et forcément, si on calcule entre le produit qui dure 1 an ou 2 et celui qui dure 10 ans ou 20 ans et qui est tout le temps réparable, si on fait un calcul sur le long terme, a priori, on est forcément moins cher. Et aussi, si on inclut les coûts sociaux, les coûts environnementaux, parce que ça, c'est important d'intégrer tous ces paramètres qui ne sont pas comptés dans l'autre cas. Donc tout ça pour dire que la distribution, c'est fondamental que ça reste à l'intérieur du réseau, avec la même éthique de non-profit et de répartition équitable, parce que c'est à ces conditions-là qu'on va pouvoir avoir un prix par rapport au marché qui est pas trop important quand même. Parce qu'évidemment, et d'ailleurs on remarque assez bien que souvent les gens qui s'en tirent bien dans leur commerce, c'est les gens qui passent pas par des intermédiaires, qui font leurs produits eux-mêmes, qui font les marchés, etc. Et personne n'est venu sucrer entre les deux, quoi. Moi, je prends juste un exemple. Je sais que quand on avait fait avec mon équipe dans la société une ligne de rénovation pour les démarreurs en 95 chez Valeo à Angers. Donc c'est une ligne qui rénovait 1000 démarreurs par jour. Et ils m'expliquaient, les gens de chez Valeo, nous, le démarreur, on le sort à 120 € de production française. Donc ça, c'était les productions neuves. Et pourtant, ça arrivait, le client, on l'achetait 1000 francs, quoi. Enfin, c'était des francs à l'époque. Donc 120 francs, 1000 francs à l'achat. Donc il y a déjà des marges comme ça sur les intermédiaires commerciaux et le négoce. Donc forcément, nous, on va pouvoir, en jouant là-dessus, sur une distribution circuit court, par plutôt des associations loi 1901, des SCOP, etc., donc on n'aura pas vocation à faire de la marge, on va pouvoir avoir des prix qui sont pas disproportionnés et surtout sur des produits qui n'ont pas d'équivalent sur le marché. Et forcément, donc, la forme juridique de l'ESS, les SCOP, les SCIC. Donc les SCIC particulièrement intéressant aussi comme forme juridique, puisque les sociétés coopératives d'intérêt collectif intègrent dans leur CA des parties prenantes comme les institutions territoriales. Donc ça permet aussi on va parler de la mise en œuvre maintenant, justement d'intégrer les acteurs territoriaux, les élus locaux qui ont un intérêt, eux, au développement du territoire. Donc les mises en œuvre, comment ça peut se mettre en place ces éco-industries locales? Ça part de collectifs citoyens, comme je le disais, de se constituer sur différentes régions des collectifs citoyens qui au départ, je vous cite ça parce qu'on est en train de l'expérimenter maintenant, devront avoir des compétences complémentaires pour monter des affaires comme ça. Ça veut dire il faut des compétences techniques, il faut des compétences de gestion, il faut
parce qu'il faudra faire des business plans. Il faut aussi des compétences en communication, parce que là, il faut aller voir les gens du territoire et leur dire voilà ce qu'on veut faire, voilà les valeurs qu'on veut servir sur le territoire, etc. Donc il faut expliquer ça aux gens, parce que il faut vraiment expliquer pour que les gens s'impliquent et viennent jouer le jeu avec nous. Donc ça, c'est assez fondamental. Donc les professionnels, donc c'est cette catégorie que je citais. Un facilitateur intelligence collective. Alors ça, c'est des personnes qui sont indispensables parce que dès qu'on réunit 20 personnes ensemble et qu'on essaie de sortir quelque chose de cohérent et tout le monde est à peu près d'accord, on ne va pas parler comment on appelle ça, de consensus, mais on se rend compte que c'est très difficile et qu'il faut vraiment quelqu'un qui gère le relationnel entre les personnes pour qu'émerge d'un groupe de travail une intelligence collective cohérente et tout le monde va dans un sens. Et ça, c'est assez fondamental parce que la relation humaine, ça reste très difficile et un point qui reste critique malheureusement. Donc les mises en œuvre, les acteurs territoriaux vont effectivement être très impliqués, on va du moins essayer de les impliquer, les élus locaux aussi, ça c'est quelquefois difficile. Et puis la base quand même de tout ça, c'est aider à une prise de conscience citoyenne pour que les gens comprennent l'enjeu qu'il y a derrière et se mobilisent pour contribuer à mettre en place un système comme ça. Parce que s'il n'y a pas cette prise de conscience citoyenne, qu'on a tous intérêt à aller dans ce sens-là pour le bien commun, ce ne sera pas possible. Donc on va passer à une petite diapo suivante, c'est fini, donc je vous remercie de votre attention. Et puis, contact, donc il y a le nom de domaine qui a été acheté pour l'instant, le site il n'est pas commencé encore. Donc vous pouvez nous contacter à administrateur@eco-industrie-local. Alors ça redirige vers mon adresse et celle de Christine. Et puis prochainement, il y aura le site Éco-Industrie Locale qui va être fait par mon fils.